ce nouveau vlog suivi lecture. Il est 17h34, on est le lundi 13 novembre, je viens de rentrer du travail. Et honnêtement, je commence ce vlog suivi lecture un peu tard. Tout simplement parce que la semaine dernière, impossible de prendre la caméra et de filmer. J'avais ma 6e rhinite chronique, voilà, 6 en une année, ça m'est jamais arrivé. J'ai des gros soucis avec les allergies en ce moment. Et même encore maintenant, alors pourtant c'est plus le printemps ni rien, mais j'ai encore des allergies notamment avec les chats, etc. Enfin je suis vite malade, dans mon bureau au travail il y a de la moquette et je suis allergique aux acariens, donc c'est très compliqué. C'est en cours de résolution. Mais du coup j'avais ma 6e rhinite chronique, et autant vous dire que déjà j'avais quasi plus de voix, je faisais que de tousser, j'avais de l'asthme, et j'avais le nez énormément pris, donc c'était très compliqué de venir parler avec cet état-là en fait. J'avais une sale tronche, rien qui allait. Du coup j'ai dit bon bah tant pis, je prends ce temps-là pour me reposer. J'ai quasi rien fait en sport, j'ai pas pu lire non plus parce qu'en fait en même temps j'avais une fatigue oculaire, donc c'était un peu compliqué. Et du coup c'est pour ça que je viens seulement ouvrir ce suivi vlog lecture maintenant, donc c'est pour vous dire à quel point je suis à la bourre. Alors parlons lecture. Tout d'abord j'ai terminé Le Parfum de Patrick Suskind. J'ai terminé il y a déjà un petit moment, il y a plus d'une semaine, mais du coup j'étais pas revenue vous en parler. Donc on suit Jean-Baptiste Grenouille qui, alors on est au XVIIIe siècle. Jean-Baptiste Grenouille est un pauvre gamin qui, sa mère quand elle l'a mis au monde l'a carrément presque laissé pour compte pour qu'il meure de son côté, emmené avec les détritus du marché où elle travaille parce qu'elle est poissonnière. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Jean-Baptiste Grenouille va être trouvé et il va être un peu ballotté entre des nourrices et eh bien l'église qui s'occupe de lui, qui le place où il faut, dans des foyers d'accueil, etc. Et Jean-Baptiste, il a une particularité, c'est qu'il ne sent rien, il n'a aucune odeur, c'est-à-dire qu'il ne sent pas bon ni mauvais, il n'a pas d'odeur. Par contre, lui, il a un sens surdéveloppé au niveau de son odorat, il est capable de sentir beaucoup de choses, notamment si une personne va arriver, il est capable de sentir son odeur à des kilomètres à la ronde. S'il va y avoir un orage, il le sent déjà arriver alors que il fait grand beau, donc les gens ne s'attendent pas à un orage. Et il est capable voilà, d'identifier plusieurs odeurs, même des odeurs différentes, c'est-à-dire par exemple l'herbe. Il est capable de distinguer une herbe mouillée d'une herbe sèche, d'une herbe qui a pris les rayons du soleil, etc. Donc vraiment, il a un odorat surdéveloppé. Mais c'est vrai qu'il le vit mal quelque part parce que il a un odorat surdéveloppé, mais lui, il ne sent rien, il n'a pas d'odeur, donc au point que les gens, ils le voient même pas, quoi. C'est vraiment spécial. Et ce roman est donc très centré sur tout ce qui est olfactif, avec des détails vraiment poussés. Franchement, c'est une découverte, ce livre, où on a nos sens nous-mêmes qui sont surdéveloppés pour le coup, parce que j'avais l'impression de sentir des odeurs que je ne sens pas d'habitude, tellement j'étais très concentrée sur mon odorat. Et c'est vraiment une histoire qui est par contre assez glauque, même si on est au XVIIIe siècle, puisqu'en fait, eh bien, Jean-Baptiste, il va découvrir des odeurs, notamment des odeurs de femmes, leur propre odeur corporelle, et il va vouloir créer un parfum qui fera que eh bien, tout le monde va l'aimer, puisque quand il portera ce parfum, on le reconnaîtra comme étant presque Dieu. Cette histoire, elle s'est inspirée d'une histoire vraie, puisqu'il y a eu un homme en Espagne, je vous le disais dans mon précédent vlog, qui a tué énormément de femmes, justement à peu près à cette époque-là. Sauf que lui, il n'en a pas fait des parfums, il s'est servi de leur odeur corporelle pour créer des savons. Donc en fait, avec de la graisse d'animal, il extrait l'odeur des femmes et il en a fait des savons. Donc les gens se savonnaient avec en fait l'odeur corporelle d'une personne qui était morte. Voilà. Et là on est un peu sur le même aspect, du coup l'auteur s'est inspiré de cette histoire vraie pour par contre se centraliser finalement sur le parfum. Alors la fin elle est assez surprenante, on s'attend pas à une fin comme ça part un peu en vrille d'ailleurs. Mais alors la fin qui arrive à Jean-Baptiste elle est parfaite pour moi, ça ramène un petit peu tout son chemin, tout ce qu'il a parcouru pour en arriver là, à créer ce parfum qui allait faire que tout le monde allait l'aimer. Qui allait ramener un peu la paix et l'amour au sein de l'humanité, et en même temps sa fin à lui, je trouve qu'elle est parfaite, voilà, tout simplement. J'ai adoré cette lecture, vraiment. Je vous la recommande, moi je l'ai eu du coup en audio, c'est une très très belle découverte. J'ai d'ailleurs vu le film, et au moment où je vous parle, soit elle est déjà publiée, vous l'aurez en barre d'infos, soit c'est pas le cas et elle arrivera bientôt. Mais j'ai une vidéo livre-film de prévu. Là, à l'heure où je vous parle, je l'ai pas encore tourné, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, j'ai comparé le livre avec le film, parce que le film, je l'ai vu, il est très très bien, mais
il y a des petites choses qui changent avec le livre. Donc vraiment, je vous recommande cette lecture. Si vous aimez voilà, les descriptions un peu sur les sens qu'on peut avoir, donc là notamment l'odorat, ça va vous plaire. C'est pas, je dirais pas que c'est gore, c'est glauque, c'est malsain, c'est malaisant, mais ce n'est pas gore. On n'a pas des détails avec du sang, des choses comme ça, mais c'est vraiment intéressant et en plus il y a un petit aspect historique sur la manière dont les parfums étaient conçus à l'époque, comment on les fait, etc. Donc vraiment une très très belle découverte. Du coup je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma nouvelle lecture audio, je suis repartie sur un Stephen King. Je crois que c'est mon 10e de l'année, il m'en manquera 2 parce que honnêtement là dès que j'ai fini celui-ci je n'en relis pas de Stephen King, je m'arrête là parce qu'on arrive vers Noël et j'ai envie d'écouter des livres audio un peu plus dans le thème douceur de Noël, romance, etc. ou comédie, mais pas trop horreur, thriller de Stephen King, c'est pas trop la période. Du coup je suis en train d'écouter Sac d'os, donc de Stephen King. D'ailleurs il faut que je mette à jour parce que j'en suis arrivée au chapitre 9 aujourd'hui. En allant au travail, en tapant des bouchons, j'avoue, ça aide un petit peu. Donc j'en suis à la page 145. Donc pour le moment, j'ai écouté que ça. Pareil, la semaine dernière, il y a un moment donné, j'étais en télétravail vu que j'étais trop mal. Et j'ai pas forcément du coup écouté mon livre parce que je l'écoute beaucoup sur la route ou quand je fais le ménage. Et je vais vous lire le résumé parce que pour le moment, j'en suis qu'au début et je préfère vous lire le résumé pour que ça soit un petit peu plus détaillé. Les personnes que l'on aime ne meurent jamais. Depuis qu'elle n'est plus là, Mike n'écrit plus. Reclus dans sa maison près du lac, son souvenir l'obsède. Ses nuits sont des cauchemars. Entre deux mondes égarés dans une zone incertaine, Mike la cherche. Mais elle n'est plus qu'une ombre. Une ombre parmi celles qui hantent le domaine de Sarah Laws, avide de vengeance, prête à faire payer des crimes que l'on croit oubliés. Et lorsque Mike tombe sous le charme d'une fillette de 3 ans et de sa mère, une jeune veuve, il ne sait pas que, loin de reprendre goût à la vie, il va devoir affronter le déchaînement de forces surnaturelles et vengeresses. Voilà, on est je pense sur du fantastique. Il fait partie des tout premiers King, hein, donc c'est vrai que les tout premiers King, on a toujours un petit peu de mélange d'horreur et de fantastique. Et moi c'est vrai que c'est ceux-là que je préfère de Stephen King, donc je reviendrai vous en parler quand je serai arrivée à la moitié. Et concernant ma lecture papier, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Je pensais l'avoir terminée pour m'attaquer déjà à des lectures de Noël, parce qu'on est quand même le 13 novembre et je voudrais déjà lire des histoires de Noël, mais je suis à la bourre. Je suis toujours dans la cour des ouragans, hein, voilà le tome 3 de la première trilogie Vampiria de Victor Dixon. Il me reste pas grand chose, hein, honnêtement, je suis pas très loin de la fin. De base ça se lit tout seul, hein, c'est vraiment facilement, c'est juste que étant malade, je ne lisais pas, j'allais me coucher quasi à 20h30, 21h, et je sais déjà que je ne vais pas lire ce soir parce que j'ai eu un examen pour mes yeux, parce que je me fais opérer en décembre, donc vous me verrez plus avec des lunettes, voilà. J'ai fait un examen pour les yeux et en fait on m'a mis un produit qui a fait que j'avais la pupille hyper dilatée. Ça a duré plus de 24 heures, normalement ça devait durer que 24 heures, ça a duré plus de 24 heures où j'étais avec des lunettes de soleil, grave mal aux yeux, et du coup là aujourd'hui ça m'a, malgré que j'avais mes lunettes et que mes yeux sont redevenus normaux, ça me tire encore un petit peu, j'ai une fatigue oculaire qui est encore présente, donc je ne vais pas lire, de toute façon il y a l'amour est dans le pré, donc voilà, mais j'aimerais vraiment le terminer cette semaine celui-ci pour pouvoir à partir de semaine prochaine, parce que ce week-end je suis pas là, semaine prochaine pouvoir découvrir un petit peu des romances de Noël. Voilà, donc je reviendrai vous parler de celui-ci quand j'aurai terminé et de ma lecture audio quand j'en serai arrivée à la moitié. Hello, je vous retrouve, on est le lundi 20 novembre, il est 17h46 et avant d'aller faire mon sport, je reviens pour vous parler de plusieurs choses. La première, j'ai terminé de lire La Cour des Ouragans, donc c'est le tome 3 de Vampiria de Victor Dixon. Je l'ai terminé il y a 3-4 jours je dirais. Donc c'est un troisième tome, je peux pas trop vous en parler. En tout cas, c'est une première trilogie qui est terminée, puisque l'auteur en a fait d'autres à côté. On suit en fait Jeanne Froidelac qui est une roturière en fait. Elle vit avec ses parents, ses deux frères, dans une petite chaumière.
Et on est à l'époque du roi Louis XIV qui est devenu un vampire, donc c'est le roi des ténèbres. Et chaque roturier, parce qu'il y a différents statuts, chaque roturier doit payer la dîme de sang, c'est-à-dire que, eh bien, il doit se faire saigner une fois par mois. Voilà, c'est comme une taxe. Et Jeanne, en fait, il va lui arriver un drame et elle va tout faire pour se venger, tout en se rapprochant du roi des ténèbres pour essayer bien, de le tuer, mais également d'évincer tous les vampires qui existent puisqu'on est à l'ère des ténèbres. Et elle va bien sûr se faire des amis, mais également des ennemis. Donc le premier tome, on la découvrait qui intégrait l'école des écuyers du roi de France. Puis le tome 2 où elle fait face à un nouvel ennemi commun avec le roi des ténèbres. Et là, ce troisième tome, on part un petit peu à la Pirate des Caraïbes au niveau de l'ambiance. Franchement, il y a des créatures qui ressemblent à celles qu'on connaît de ces univers-là, hein, les sirènes et choses comme ça, mais un peu remasterisées en plus sombre puisque c'est des bouffeurs d'êtres humains, quoi, et des suceurs de sang. Mais c'est vrai que ce que j'aime bien par contre avec ce livre, c'est que à chaque fois, ici, nous avons le rappel des personnages et également à l'entrée du roman, on a ici les différentes classes sociales. Donc on a voilà la haute noblesse vampire qui sont les immortels, la faculté hématique ce sont les docteurs qui ont notamment engendré le vampire Louis XIV, la basse noblesse où c'est les hobereaux, et enfin le caretta qui est donc les roturiers. Et là on a donc le préambule qui explique les règles, parce qu'il y a 5 articles de règles à suivre pour les humains au risque d'être exécutés. Je m'arrête là pour le résumé un peu du premier tome. Dans tous les cas, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo vlog lecture commune qu'on avait fait avec Fanny, mais également le lien de ma chronique de ce troisième tome, si jamais vous avez déjà lu le tome 1 et le tome 2 et vous voulez mon avis sur celui-ci. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture, c'est juste que l'auteur m'a un petit peu perdue au niveau de son univers parce qu'il est tellement large, il y a tellement de personnages, il se passe tellement de choses que j'avais un petit peu du mal à savoir où j'en étais. Et surtout le point pour moi qui est assez un peu compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'il veut nous mélanger différents moments spatio-temporels, et du coup c'est là où il m'a un peu perdue. Mais sinon niveau action c'était super et j'ai vraiment aimé cette ambiance à la Pirate des Caraïbes. Donc j'ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma nouvelle lecture papier, il s'agit de Le Pays des Contes, donc c'est le tome 4 Au-delà des royaumes de Chris Colfer chez Michel Lafon. Je l'ai commencé il y a pareil 2-3 jours, je n'ai lu que 65 pages. J'aime toujours autant cette saga. Si vous ne connaissez pas, en fait, Le Pays des Contes, on suit deux jumeaux, Alex et Connor, qui sont juste ici, un garçon et une fille, qui ont toujours écouté les histoires du Pays des Contes que leur racontait leur père, mais également leur grand-mère. Un beau jour, ils vont tomber dans le livre et ils vont se retrouver en plein milieu d'un monde imaginaire où Boucle d'Or existe, le petit chaperon rouge, les différentes princesses, la Belle au bois dormant, etc. Et ils vont devoir à chaque fois faire en sorte de sauver ce royaume qui est tout le temps menacé. C'est un peu un livre par contre qui me fait penser à Harry Potter dans le sens où les personnages grandissent et on grandit avec eux. Le tome 1 ils sont âgés je crois de 11 ans, le tome 2 12 ans, le tome 3 13 ans et là pour le coup ils ont 14 ans, donc exactement un peu comme les Harry Potter. Donc moi franchement j'aime énormément cet univers parce qu'il me fait beaucoup penser à Disney. Les personnages, même si ce sont des enfants, donc là des préados, ils ont quand même une maturité qui est présente. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a toujours de l'action, il y a quand même des morales, c'est quand même sensibilisé également sur la mort, etc., sur des meurtres qu'il peut y avoir aussi. Mais franchement, c'est tout amené d'une manière très douce, donc moi j'aime bien me lire un tome par an. Je les ai tous dans ma palle, mais c'est vrai que je les savoure et j'aime bien en lire une fois par an. En général, c'est vers septembre. Cette année, je suis un petit peu en retard. Mais avant de me lancer dans les lectures de Noël, j'avais envie un petit peu d'avancer cette saga. Concernant ma lecture audio, qui est donc Sac d'os de Stephen King, j'en suis enfin arrivée récemment à la moitié. Et je m'ennuie, ça le fait pas du tout avec moi. Déjà, pour vous expliquer l'histoire, en fait, on suit Mike Noonan, qui est un écrivain, et qui du jour au lendemain va perdre sa femme d'une manière accidentelle mais assez surprenante, faut être honnête pour le dire. Et en fait il va retourner dans une maison qui s'appelle Sarah House, où il allait souvent en vacances avec sa femme. Et dans cette maison il se passe des choses étranges, comme si elle était hantée, comme s'il y avait l'esprit de sa femme qui était présente. Il a des apparitions vraiment étranges. Et en même temps il va faire la rencontre de Matty et de sa petite fille qui est une jeune femme assez jeune pour être maman et qui a besoin d'aide, donc il va vouloir les aider.
Mais c'est vrai que pourquoi j'ai du mal avec cette histoire, c'est que l'effet paranormal, il y en a très peu finalement, il y a que des petits passages. Et en fait, l'histoire est beaucoup trop centrée sur des caractères sexuels. Je sais pas pourquoi Stephen King dans ce livre-là, mais déjà dans ses vieux romans, c'est vrai. Il y a beaucoup de descriptions un peu sexuelles, à caractère sexuel. La femme, quand on la décrit, on parle beaucoup de ses seins, on parle beaucoup du désir sexuel que peut éprouver l'homme. Là, franchement, l'écrivain Mike Noonan, qui pourtant a perdu sa femme, on a l'impression que c'est un peu un chien, quoi, tellement il pense qu'à ça. Il voit la femme, il frôle à peine son sein, s'est soulevé comme quoi, ça y est, il en peut plus. Et dès qu'il pense à sa femme qui est pourtant défunte, limite, voilà, il se passe quelque chose en bas sur son corps, je vais pas vous donner les détails, hein, peut-être qu'il y a de vos enfants qui écoutent mes vidéos, mais pour dire que c'est vraiment cru, c'est trop sexuel pour moi, et ça va pas avec l'histoire en fait. On est censé être sur quelque chose qui fait un petit peu peur, hein. Le thème c'est quand même les personnes que l'on aime ne meurent jamais, et en fait, je trouve que ça parle beaucoup trop de sexe. Et également, il y a quand même de la grossophobie à un moment donné. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est l'auteur qui dénonce un petit peu la façon de penser à l'époque où il a écrit cette histoire, parce que ça se passe dans les années 1990, par là. Soit c'est sa façon de penser, j'en sais rien, parce que dans les récents, c'est moins accentué. Mais là, on parle quand même de personnes grosses et vraiment d'une manière très péjorative. Donc vraiment grossophobie pure, et en même temps, encore une fois, du racisme, où on décrit une personne comme étant noire, le noir, le nègre, les choses comme ça, un peu comme dans La Ligne verte. Et c'est là où j'ai un petit peu du mal. Mais en même temps, c'est vrai que ça coïncide vraiment avec cette époque-là, et surtout qu'on sait très bien qu'aux États-Unis, niveau racisme, grossophobie, on y est. Je dis pas en France on y est aussi, mais aux États-Unis on y est plus. Mais forcément, même si c'est pour le dénoncer, c'est agaçant. En tant que lecteur, moi franchement, je me dis là, à part de parler de grossophobie, de racisme et de sexe, il se passe rien dans l'histoire, je m'ennuie, je m'attache pas du tout au personnage ni à la fille avec sa gamine. Donc franchement, j'en suis à la moitié, mais il se passe pas grand chose. J'espère que l'autre moitié ça ira mieux. Et je me dis, heureusement que je l'écoute en audio parce que à le lire en papier, mais je pense que je l'aurais abandonné, c'est une certitude. Donc je reviendrai vous en parler quand j'aurai fini. Maintenant, on passe à des achats, des magnifiques réceptions. Bon, on va faire dans l'ordre de celles que je trouve très belles, mais que c'est pas mes préférées pour le moment. Alors tout d'abord, j'ai reçu, parce que j'avais précommandé La Belle et la Bête chez Minalima, et on pouvait recevoir la carte gratuitement, donc du coup j'ai envoyé ma précommande, et j'ai reçu cette carte que je trouve vraiment jolie, et que je vais mettre du coup dans l'album de Minalima sur La Belle et la Bête. Et je leur avais demandé s'ils allaient rééditer des éditions que j'ai loupées. Donc maintenant je vais vraiment me mettre en warning et commander ces éditions dès lors qu'elles sortent. Parce que j'avais loupé le livre de la jungle. Donc c'est de Rudyard Kipling, donc chez Minalima, hein, qui sont magnifiques ces livres. Et moi le livre de la jungle, voilà, j'adore ce dessin animé. Donc j'avais vraiment envie d'avoir le livre en illustré chez eux. Mais c'est vrai que voilà, si on ne se jette pas dessus, on se retrouve vite sans rien. Donc à chaque fois, voilà, c'est des petites choses à ouvrir, etc. Et je me dis, voilà, c'est des livres que je trouve très beaux et que facilement, le jour où j'aurai des enfants, je pourrais facilement leur montrer cette histoire avec ces illustrations-là. Donc voilà, on a toujours des petites illustrations. Ils sont vraiment magnifiques et du coup, c'est vrai que celui-ci, je ne l'avais pas, donc c'est chose faite. Je me suis pris également, que j'avais déjà dans une jolie édition reliée, mais que je vais revendre parce que comme ça je les ai tous pareils. Alice au Pays des Merveilles, voilà, de Lewis Carroll du coup, et c'est suivi de l'autre côté du miroir. Donc là je me dis qu'en plus il y a les 2 tomes, alors que celui que j'ai, c'est uniquement le premier tome que j'ai. Donc là on a par exemple Alice qui est représentée. Celui-ci il est vraiment énorme, hein, le chat du Cheshire. Les illustrations elles sont magnifiques, mais par contre on sent que ouais, celui-là il est big, hein. On voit qu'il y en a plusieurs dedans. Hop, je vais vous montrer encore une petite illustration, mais là il faudra même carrément l'ouvrir, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite. Mais tout ça pour vous dire que je suis trop contente. Parce que ces éditions là, elles sont vraiment super, et celle-ci surtout c'était la galère à trouver, les gens ils la revendent mais comme pas possible. Donc là je suis en train de me faire tous les comptes un petit peu dans cette édition, que je sais que je vais garder, et du coup mon autre édition que j'ai d'Alice au Pays des Merveilles, je m'en débarrasserai plus tard. Ensuite un autre craquage que j'ai fait, mais je vais revendre mes brochets en les champs, je ne pouvais pas passer à côté. C'est les éditions Dark de Nevernight chez De Saxus.
Si vous arrivez seulement maintenant, vous ne le savez peut-être pas, mais Nevernight est ma deuxième saga coup de cœur derrière Un palais d'épines et de roses. Je ne les avais pas en relié parce que je m'étais loupée, du coup je les avais pris en brochet. Et quand j'ai vu cette magnifique édition qui sortait en édition Dark, qui déjà là est magnifique, mais c'est surtout, voilà, elles sont sublimes. Je ne pouvais pas passer à côté, du coup j'ai craqué, j'ai craqué, j'ai craqué. Mais c'est un investissement puisque c'est une saga coup de cœur que je sais que je relirai tellement je l'ai aimée, que je peux recommander. Donc elle est comme ça au niveau de l'intérieur. Et on peut l'inverser la jaquette et mettre du coup les couvertures de la toute première édition. Honnêtement, je l'aurais eu de cette édition-là déjà, je me recommandais pas celle-ci, mais vu que je ne l'avais pas, j'ai dit je vais me faire plaisir et franchement c'est vrai que ça vaut le coup parce que l'édition elle est magnifique. Mais comme on en parlait avec les sorties livresques avec Fanny, moi j'ai décidé que les deux Saxus je ne les achète plus. Je les achète en e-book. Et si vraiment j'aime cette saga, j'attends qu'ils ressortent des reliés en collector parce qu'ils le font tout le temps maintenant. Et comme ça je me l'achète en magnifique édition par la suite, mais au moins je fais quand même des économies parce qu'acheter toute une saga déjà chère et la racheter après encore plus cher, voilà, là j'étais un peu à perdre, mais j'ai revendu d'autres éditions que j'avais en relié collector qui n'étaient plus du tout vendues, notamment l'Ascension de Camelot, que même si j'ai beaucoup aimé cette histoire, je ne la relirai pas. Donc j'ai vendu l'Ascension de Camelot qui m'a permis de compenser ces bricasses qui sont magnifiques. Là on a le tome 2, voilà, qui est tout aussi magnifique, en bleu j'adore. Regardez-moi ça, franchement ils sont super beaux. Donc pareil, on peut réinverser, mais moi je me dis autant le laisser tel quel puisque je voulais justement cette édition Dark. J'ai indiqué qu'en fait là c'est le premier tome et le premier que je vous ai montré en fait c'était le tome 3. Donc le tome 3, le tome 2 et le tome 1 qui est en rouge et donc c'est ne jamais reculer. Et au niveau de la couverture, pour vous la montrer, hop hop hop, sont vraiment toutes magnifiques. Voilà le bijou. Ils sont trop beaux. Et pareil, je peux inverser si je veux. Donc voilà pour ces magnifiques éditions. Par exemple, pour vous donner un exemple tout bête, mais l'Empire du Vampire du même auteur, je l'ai déjà le premier tome en édition reliée, que je vais lire incessamment sous peu. Mais même si celui-ci le ressort d'une édition encore plus belle, vu que j'ai déjà en relié, je ne rachèterai pas cette édition-là. Mais là, vraiment, pour ce coup-là, celle-ci, j'étais tellement dégoûtée de me dire mais pourquoi ils sortent ça maintenant, que j'ai pas pu résister, j'ai forcément craqué. Mais je ne regrette pas du tout cet achat. Mais par contre, ça me fait voir autrement ma façon de consommer des deux Saxus, parce que j'ai vraiment l'impression que les maisons d'édition nous prennent un petit peu pour des poires, parce qu'ils sortent des magnifiques choses. Tout le monde se jette dessus, ça vient rare, il y en a, ils y vendent un rein. Ça se calme et après ils les ressortent d'une édition encore plus magnifique. Comme disaient certaines personnes, c'était soit ils ressortaient ces éditions-là comme elles étaient déjà la première fois, pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir, mais là d'en ressortir des plus belles, ça fait que ceux qui se sont jetés sur les toutes premières, bah, l'ont un peu en travers. Il faut pas oublier que ça reste des sous parce que, pour vous dire, ces tomes-là, bah, c'est quasi 29 € le tome, hein, donc on atterrit à vite du 100 balles la trilogie. Mais moi c'est pour ça que de Saxus maintenant je me ferai plus avoir, je l'ai bien compris la leçon, donc pour le coup je resterai un peu plus calme avec eux. Je vous laisse là et je vous retrouve plus tard. Hello, je vous retrouve, on est le vendredi 1er décembre, il est 13h38, je vais rattaquer le travail. Je viens pour clôturer quelque part ce suivi vlog lecture. Mais tout d'abord, je vais venir vous parler de ma lecture audio et papier que j'ai terminée. Donc, concernant ma lecture papier, c'était Sac d'os de Stephen King. Et je vous disais que, arrivé à la moitié du roman, j'avais vraiment beaucoup de mal avec cette histoire. On suit en fait Mike, qui est un célèbre auteur. Du jour au lendemain, sa femme, elle va décéder de manière très subite. Et il va se rendre compte qu'elle a emporté avec elle dans sa tombe des secrets concernant leur maison de campagne qui s'appelle Sarah House. En fait, ils ont l'habitude d'aller à cette maison de campagne l'été. Ça fait quelques temps qu'ils n'y sont pas retournés. Du coup, suite à la mort de sa femme, Mike va décider d'y retourner. Peut-être pour retrouver un peu de l'inspiration, puisqu'il a le syndrome de la page blanche. Sauf que quand il va franchir le pas de cette maison de campagne, il va avoir l'impression que, il y a une mauvaise présence. Comme si cette maison était quelque part hantée.
Donc il va finir par mettre la main sur les secrets de sa femme parce que sa femme avait trouvé des informations concernant l'endroit où il vivait. De plus, Mike il va faire la connaissance d'une jeune femme et de sa petite fille pour qui il va avoir vraiment beaucoup d'affection. Il va vouloir les aider parce qu'elle passe une mauvaise situation. Et l'histoire, elle est très centrée sur le racisme. En fait, c'est vraiment un roman qui dénonce le racisme. On a quand même des réflexions grossophobes, on a également beaucoup de descriptions à caractère sexuel. C'est ce qui fait que du coup je n'ai pas du tout aimé cette histoire, c'est même pas un sans plus, c'est vraiment je n'ai pas aimé. Je ne me suis pas attachée au personnage, que ce soit le personnage principal ou les autres. Encore si peut-être la petite fille avec sa maman, mais le personnage principal en fait, Mike, il a toujours des érections, enfin... Il est tout le temps à regarder les femmes de manière sexuelle. Enfin voilà, franchement, il y a une très grosse description sur tout ce qui est des traits sexuels. En plus, tous les autres hommes qui gravitent dans ce roman ont une façon de parler des femmes qui est vulgaire, comme si c'était des objets sexuels. Donc vraiment, c'est navrant, c'est déprimant, c'est agaçant. C'est pour ça que je n'ai pas aimé cette histoire, parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression qu'avec ce pavé-là, en fait, ça ne parle que de sexe, ou de grossophobie ou de racisme, et du coup c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc voilà, je n'ai pas du tout aimé ce Stephen King, c'est dommage. Pourtant le précédent que j'ai lu, Salem, j'ai vraiment adoré, mais alors celui-ci, je n'ai pas du tout aimé. D'ailleurs il faudra que je le revende parce que je ne veux pas le relire. Je lui ai donc mis la note de 1 sur 5 et je vous laisse lien de ma chronique en barre d'infos. Concernant ma lecture papier, c'était donc Le Pays des Contes, le tome 4, Au-delà du royaume de Chris Colfer. Je suis pas venue vous en reparler quand je suis arrivée à la moitié parce que s'agissant d'un tome 4, je ne voulais pas vous spoiler. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on suit donc Alex et Connor, deux jumeaux, donc une fille et un garçon, qui ont leur grand-mère qui est en fait marraine la bonne fée et qui leur lit souvent des histoires sur les contes, et ils vont se rendre compte en fait que le pays des contes existe vraiment. Ils vont rentrer dedans et ils vont découvrir plein de personnages de contes qu'ils connaissaient et ils vont devoir leur venir en aide parce que le pays des contes est sans arrêt menacé. Il y a toujours une menace dans chacun des tomes. Là, les personnages principaux ont 14 ans puisqu'on est au 4e tome. C'est comme Harry Potter au niveau de l'évolution des personnages. Et là, en fait, ils doivent faire face à l'homme masqué qui était déjà un ennemi du tome 3 et qui revient dans ce tome 4. On va découvrir d'autres contes, d'autres magies, d'autres choses. Franchement, c'est toujours un régal cette histoire. C'est pourtant une saga qui est très jeunesse, mais les personnages, vu qu'ils évoluent, ils prennent en maturité. Et franchement, moi ça fonctionne parce que déjà j'adore tout ce qui est conte. Là on a des clins d'œil en plus à des histoires de Disney. Donc franchement je ne peux que valider. J'ai adoré ce 4e tome, pour moi il est meilleur que le 3. Dans l'ordre j'avais eu un coup de cœur pour le premier et le 2e tome. Le tome 3 j'avais bien aimé mais pas autant que les précédents. Et celui-ci il remonte la pente parce que du coup j'ai adoré cette histoire. N'hésitez pas vraiment si vous aimez les histoires un peu jeunesse mais pas trop enfant, parce que là c'est pas du tout le cas, il y a quand même de la réflexion auprès des personnages. Foncez, c'est une super saga, moi c'est une saga doudou chouchoute. J'ai hâte de lire le tome 5, je pense que je me le lirai peut-être en janvier. En tout cas, je vais essayer de pas trop la traîner. Il me reste juste le 5 et le 6 et je l'aurai terminé. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, est-ce que vous l'avez aimé ou non. Sinon, est-ce que je vous ai donné envie de les découvrir? J'espère que oui. Ceci est le dernier suivi vlog lecture de l'année puisque les prochaines vidéos seront des vlogmas. Alors je ne fais pas des vlogmas une fois par jour, je travaille donc je n'ai pas le temps, mais par contre vous en aurez de manière plus régulière. En tout cas ça ne sera pas des suivis lecture mais des vlogmas parce que je vous embarque avec moi dans tout ce que je peux faire qui concerne Noël, les films de Noël, les marchés de Noël, etc. Et surtout les romances de Noël parce que ça y est, j'ai hâte de commencer. En plus quand je vous fais cette vidéo, on est le 1er décembre donc ça y est, j'attaque avec aussi les calendriers de l'Avent. Comme toujours, si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à mettre un petit emoji en lien avec les lectures sucrées, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!